Hi mes darlings et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Ici Jeanne Godard et je vais discuter de l'actualité. C'est fou, j'ai jamais eu d'intro en fait. Mais celle-ci n'était pas terrible. Tu vas réfléchir à une intro. Mais en vrai je trouve que maintenant c'est nul de faire une intro. Enfin je sais pas quoi dire à part bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Fan Club Podcast. Je pense pas que ce soit pertinent que je développe un peu plus l'intro. Tout le monde sait pourquoi vous êtes là. Enfin vous... Je sais pas, j'ai oublié comment parler. Vous savez pourquoi vous êtes là et c'est pour m'entendre parler de choses random. Et la première chose random dont j'ai envie de parler, c'est Balou Brigada. Et ce mot est hilarant. Du coup, je vais tout de suite vous expliquer qui est Balou Brigada. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bam. Alors, Balou Brigada, c'est un groupe dont je suis absolument obsédée en ce moment. Comment je les ai connus? Je vous explique. Comme d'habitude, Spotify. Spotify. Parce que vraiment leur algorithme, mais waouh, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu dans ce putain d'algorithme, mais sans doute qu'il y a de la drogue. Parce que comment ça se fait que cette application me délivre banger sur banger? Et récemment, ils m'ont délivré Balou Brigada, mais ça fait quelques mois, je pense, que ils commencent à me parsemer un petit peu de leur musique dans mes playlists aléatoires. Et je regarde, j'aime bien, j'en like une. Ensuite, je découvre une autre, je regarde, j'aime bien, j'en like une. Et d'un coup, je commence à remarquer que ce nom, Balou Brigada, me devient familier. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains cette semaine et j'ai regardé. Et absolument incroyable. Ils ont 3 millions d'auditeurs sur Spotify, donc c'est bien. Ils sont pas famous, mais ils sont pas mal. Ce sont, parce que c'est un groupe, des Néo-Zélandais. Ils sont de New Zealand. Et c'est de la musique indie rock, comme je les aime. Et ils sont d'Auckland. Voilà, c'est un petit peu la petite présentation. Maintenant, quelle est leur histoire? En fait, c'est 2 personnes, mais avant, ils étaient 4. Et ces 2 personnes, c'est les brothers. Et ils ont commencé avec un autre de leurs frères, enfin leur autre frère, et un de leurs amis d'enfance. Donc ils étaient 4. Et puis ensuite, cet ami d'enfance et l'un des frères ont décidé d'arrêter. Du coup, les 2 autres frères restants, ils ont continué. Et le nom, vous ne saurez pas qu'il est hilarant. J'ai dit qu'il s'appelle Balou Brigada. Et si vous pensez que c'est une allusion à Balou du livre de la jungle, et c'est le cas, mais que fut ma surprise quand je suis allée sur la page Wikipédia pour découvrir cette information. Excellent. Mais par contre, alors avant, je crois qu'il s'appelait vraiment Balou, B-A-L-2-O, comme Balou dans le livre de la jungle. Maintenant, il s'appelle Balou, B-A-L-U. Et Brigada, je pense que ça veut dire brigade, mais dans quelle langue, je sais pas. Donc en vrai, ça se trouve que ça veut pas dire brigade. Mais je sais pas pourquoi il s'appelle Brigada, mais en tout cas, juste l'histoire de Balou du livre de la jungle, c'est hilarant. Enfin voilà. Et ils se sont montés en 2016. Ils se sont montés en 2016. Et je suis choquée en vrai, parce que je pensais que ça faisait grave moins longtemps. Là, on est en train de me dire que ça fait 9 ans. Et apparemment, ils avaient le plus jeune, il avait 15 ans quand il a monté le groupe. Donc ça voudrait dire là que ça fait quoi? Ça fait 9 ans qu'ils existent. Maintenant, ça veut dire il a mon âge en fait. Non. Il a mon âge, ou il a un an de plus. J'arrive pas trop à faire de maths là. Bref, je suis choquée. Mais là, ils ont percé récemment, il y a 1 ou 2 ans, parce que ils ont ouvert pour 21 Pilots l'année dernière. Voilà. C'est une information qui est quand même assez essentielle. Et concernant leur tube, enfin leur projet en tout cas, ils ont sorti 2 EP plus une compile. Et là, le 29 août, j'ai appris qu'ils sortaient un nouvel album. Et donc, en fait, les musiques que j'ai entendues, eh bien, il y en a qui sont des singles de ce prochain album. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon top
parce que j'ai aussi découvert que j'écoutais des musiques de tous leurs projets. Donc le premier projet c'est I Should Be Home qui est leur premier EP. Et de cette EP, je vous conseille Moon Man. Je vous jure, la vie de ma mère, je l'écoute tous les jours et je l'écoute en boucle. Genre, une fois qu'elle est finie, hop, je la remets parce que j'ai l'impression de ne pas avoir assez apprécié. Et je l'apprécie, mais après, je la remets parce que je pense que je peux encore plus l'apprécier. Du coup, une fois que j'ai écouté ça et que j'ai bien apprécié, je me dis, ok, je veux la re-apprécier au même niveau. Donc, je la remets. En fait, pendant tout mon trajet de métro qui dure 30 minutes, j'écoute que cette musique. Du coup, j'écoute peut-être 6 fois tous les matins. I'm obsessed. Une autre de leur musique, du coup, qui vient de leur deuxième EP qui s'appelle Find a Way. Cette musique s'appelle Designer et je pense que c'est leur musique que j'aime le moins. Juste parce qu'en fait, ça n'a pas trop la même vibe, je trouve, que les autres. Genre, elle est un peu moins summer. Du coup, peut-être que je l'aime bien, mais qu'en automne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je la conseille quand même parce que je pense que, bon, elle mérite d'être recommandée, mais je dirais pas que je l'écoute on repeat, comme Moon Man, par exemple. Et ensuite, après ça, ils ont fait une compilation. Et honnêtement, je ne sais pas, genre, pourquoi une compil et pas un album. Enfin, je vois pas trop c'est quoi la différence, mais peut-être que c'est simplement parce que je ne m'y connais pas. En tout cas, ils ont fait une compilation qui s'appelle Balou, B-A-L-U, comme leur nom finalement. Et de cette compilation, ma préférée, c'est So Cool. Elle est géniale. Elle est géniale, absolument géniale. C'est de la coke en boîte. Tu arrives dans le supermarché, t'as de la coke, bam, tu la prends, tu la sniffes, c'est open bar. C'est du kiff en bar également. Du kiff en bar. Franchement, je sais pas quoi dire. Et alors, laissez-moi vous parler des 2 singles que j'ai entendus, qui je pense seront dans le prochain album. Il y en a un qui s'appelle The Question, qui est bien. Et l'autre qui s'appelle Backseat, qui est 6 minutes d'intense bonheur. C'est-à-dire que Backseat, oui, mais oui en fait. Cette musique, je pense qu'elle aurait eu sa place dans le film Formule 1. Parce que moi, quand je l'écoute, j'ai juste envie d'être dans ma voiture et rouler très vite. C'est absolument incroyable. Donc, je vous les recommande et je pense que je vais mettre ces artistes dans la bio ou quelque part pour que vous puissiez y accéder rapidement depuis mon épisode. Parce que, enfin vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point je suis obsédée par eux là en fait. Et d'ailleurs, ça fait une transition avec mon prochain sujet. Puisque ils vont passer à Lollapalooza à Paris le vendredi. Et oui, je vais parler de Lollapalooza. Pourquoi ? Parce que, en fait, je me suis rendu compte que la programmation était folle. Et je vais pas pouvoir y aller parce que actuellement je suis à Paris, mais je pars ce dimanche pour revenir en Vendée pendant 1 mois. Et peut-être que j'aurais pu venir pour le week-end prochain quand il y aura Lollapalooza, puisque c'est le week-end du 18, 19, 20. Je crois que c'est ça les dates du week-end. Mais malheureusement, je ne peux pas parce qu'en fait, je vais pas faire 400 allers-retours à un moment donné. Voilà. Enfin, ça va. Donc, je vais pas venir. Mais je suis dégoûtée à souhait. Puisque, bon, déjà, sans doute que ceux dont vous êtes au courant, c'est les grosses têtes, les headliners. Et il y en a beaucoup que j'aime bien. Notamment Oliver Rodrigo qui passe le vendredi. Phineas qui passe samedi, même si c'est pas un headliner, j'ai été vraiment choquée d'apprendre qu'il passait vraiment à 18h. Bon. Il y a Macklemore qui passe aussi samedi. David Guetta. Et Justin Timberlake dimanche. Il y a aussi Benson Moon vendredi, mais bon, c'est pas forcément quelqu'un que je voulais voir. Enfin, je dirais pas que j'irai à Lollapalooza pour voir Benson Moon. S'il se trouve qu'il est là, c'est très bien pour moi, mais bon, voilà, ça ne change rien à ma vie. Mais en plus de ces headliners que j'ai envie de voir, il y a aussi des plus petits que j'adore. Puisque, comme je l'ai dit, il va y avoir Balou Brigada vendredi, mais il y a aussi Lola Young, la chanteuse de Cause I'm too messy and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you got... Bon, vous l'avez. Il y a aussi le groupe The Last Dinner Party. C'est un groupe de meufs qui a gagné il y a 2 ans le Grammy de la révélation de l'année. Pas Grammy, le Brit de la révélation de l'année.
Et puis, cette année, ils ont gagné un autre Brit pour indé, je crois. Ou groupe, je sais plus. Un des deux. Donc, ils ont quand même 2 Brit Awards. Donc, c'est quand même indéniable qu'ils sont talentueux. Et puis, le samedi, il y a Almost Monday. Almost Monday, je vous ai parlé d'eux dans mon épisode sur la playlist du printemps. Et franchement, c'est toujours du kiff en barre. J'apprécie toujours autant et encore plus maintenant qu'il fait beau de les écouter. Et j'aurais adoré pouvoir les voir en live, sachant que je pense qu'ils vont pas, ils sont pas assez connus pour faire des tournées en Europe. Et en fait, je pense que eux en festival, ça doit être fou. Et il y a des gens, vous voyez, que je préférais voir en festival parce que je pense que c'est des artistes d'été. Et Almost Monday et Balou Brigada, je pense que ce sont des artistes d'été que tu dois voir dehors et pas dans une salle. J'adore le Trianon. J'adore Élysée Montmartre. Mais bon, vous n'avez pas la même vibe que Longchamp en fait. Ou que le domaine de Saint-Cloud. Je suis désolée. Je suis désolée. Mais bon, voilà quoi. Enfin bref, c'était tout pour Lollapalooza. Je suis grand triste, mais en tout cas, j'espère que si vous avez l'occasion d'y aller, vous allez kiffer votre vie parce que moi, je vais pleurer intensément dans ma chambre. Voilà. Sinon, un autre sujet dont je parlais, et dont j'ai déjà parlé finalement la semaine dernière, mais je pense que j'en ai parlé sans être consciente de l'ampleur que ce que je disais en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, je vous ai parlé d'une meuf qui s'appelle Romy Mars qui a écrit une musique qui s'appelle A-Lister. Et je vous en ai parlé parce que j'adore A-Lister et que c'est vraiment dans mon top 3 des musiques écoutées au mois de juin. Je l'écoutais mais exactement comme j'écoute Moon Man, c'est-à-dire je l'écoutais en on repeat pendant tout mon trajet de métro. Et je vous en ai parlé pour ça. Et je vous ai dit, oui, c'est la fille de Sofia Coppola. Bon, j'ai clairement pas été au bout de mes recherches. Mais j'aurais dû faire des recherches sur elle. Mais qu'est-ce que j'aurais dû? Parce que là, vous n'êtes pas prêts pour tout ce que je vais vous dire. C'est une seule information, vraiment. Non seulement c'est la fille de Sofia Coppola, mais c'est surtout et aussi la fille de Thomas Mars, le chanteur de Phoenix. Et là, pour moi, c'est une dingue. Parce que comment ça, la progéniture du gars qui a écrit Listomania, c'est la personne qui chante A-Lister. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai entendu ça, j'étais en mode, bon, je comprends pas, genre, je savais pas qu'elle était double Nepo Baby, genre. Mais maintenant que j'écoute les musiques, je suis en mode, c'est les mêmes chansons. Non, en vrai, c'est pas du tout les mêmes chansons. Mais la prod du refrain, oui, bien sûr. Bien sûr, je vois ton influence, ma belle. Bien sûr, Phoenix. Mais vous savez, du coup, que ça veut dire que cette personne est à moitié française. C'est fou. C'est fou furieux, parce que Phoenix, c'est français. Hein. Phoenix, c'est français. Redonnons à César ce qui appartient à César. Phoenix, c'est français. Et cette meuf, elle est mi-américaine, mi-française. Et ça veut dire que Sofia Coppola, elle sort avec un français. Vraiment, c'est beaucoup d'informations que j'ai, genre, acquises dans ma tête qui n'avaient pas de sens. J'étais grandement perturbée. Mais bon, finalement, je m'en suis remise. Et bien sûr, quand j'ai entendu cette information, je me suis dit peut-être qu'elle a bossé avec des gens, genre des compositeurs, des paroliers, des producteurs qui étaient des contacts du son daron. Mais en fait, pas du tout. Parce que du coup, là, je me suis intéressée aux gens qui ont bossé sur A-Lister, sur la musique. Et c'est que des Gen Z, genre. Et je suis en mode, ça a du sens, meuf. Parce que cette musique, c'est une putain de musique de Gen Z. Et en fait, Listomania et tout cet album de Phoenix, c'est une putain de musique de Gen Z qui est sortie trop tôt, en fait. Et bref. En dehors de ça, cette meuf, elle est absolument géniale parce que du coup, quand j'ai découvert cette information, maintenant, je la vois partout dans mes pour toi. Et j'adore sa personnalité. Elle est tellement second degré. Et je pense, pour moi, que c'est la meilleure Nepo Baby que je connaisse. Puisque, genre, en fait, elle reconnaît que c'est une Nepo Baby. Elle le dit clairement, je suis une Nepo Baby. Et elle fait des TikTok genre, quand tu sais pas quoi mettre, mais que tu te souviens que tu as le closet de Sofia Coppola à disposition. C'est hilarant, c'est exceptionnel. Et aussi, elle est fan de son père. Genre, elle met grave des vidéos de son père en concert en mode hey, je suis grave fan de lui. Ou elle fait des TikToks avec ses sons et elle dit que, genre,
trop une vibe et tout. Et du coup, bah, je suis grave refaite en fait. Je suis genre cette meuf, je la valide. Elle est validée par la street. Label Jeanne Godard déposé. Romy Mars, nouvelle idole. C'est une hit girl. C'est la hit girl à suivre. Je valide. Et je suis complètement obsédée par cette personne. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends pas que j'ai réussi à vivre tant de temps sans connaître l'existence de cette personne. Choquée. Choc barre, comme on dit. Enfin voilà. Elle est aussi validée par moi, mais bien sûr par Charli XCX. Puisque Charli XCX a fait une vidéo en conseillant la musique à Glister, mais je crois que je vous l'avais déjà dit. Et elle était aussi, Romy Mars, elle a été sélectionnée pour être une Apple Girl pendant le concert de Charli XCX à Brooklyn. Ce qui m'amène à mon prochain sujet. Les transitions aujourd'hui, elles sont sublimes. Vraiment sublimes. Puisqu'elle a été une Apple Girl. Et je vais introduire le concept des EGOT de la modern pop culture. Vraiment, il faut qu'on en parle. Oui, parce qu'en fait, j'ai vu quelqu'un qui a dit ça. Je ne sors pas ça de mon cerveau. Mais quand je l'ai lu, je me suis dit, mais oui, évidemment, ça coule de source. Le EGOT de la modern pop culture, c'est être une Apple Girl, c'est-à-dire faire la danse Apple de Charli XCX pendant un de ses concerts. Parce qu'à chacun de ses concerts, Charli XCX, elle filme quelqu'un dans la foule qui fait la danse TikTok sur Apple Girl. I think the apple's running right through the core for my things is gonna scary. Vous avez la ref. Et soit c'est des gens du public, soit des fois c'est des stars. C'est des personnes, c'est des chanteurs, des acteurs, des références d'internet. Et dont Romy Mars par exemple. Et voilà, ils se filment et ils font la petite danse TikTok, c'est excellent. Excellentissime. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Et surtout pendant les festivals, comme il y a plein de gens à chaque fois, genre à Lollapalooza, je sais plus qui est-ce qu'il y avait, mais enfin, c'était excellent. On a également le deuxième, c'est Sally. Oui, on reparle de rôle modèle. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, donc j'ai le droit en fait. Et j'ai le droit. Rôle modèle, il fait monter quelqu'un sur scène pendant Sally When the Wine Runs Out. Et du coup, il y a une Sally à tous ses concerts. Souvent, c'est des fans qui sont de la foule, mais des fois, c'est des célébrités qui sont invitées. Il y a eu par exemple René Rapp, Dylan Minette de Wallows, et plein d'autres. Et là, le troisième lettre de EGOT, c'est Juno. Bon, bien sûr, vous avez compris que le EGOT, là, les lettres, elles marchent pas. Hein. Vous avez bien compris parce que pour l'instant, il y a A et S et EGOT, il n'y a ni de A ni de S. Mais Juno, qui est le troisième. Le Juno, c'est parce que Sabrina, à chacun de ses concerts, elle parle à quelqu'un pour faire l'introduction. Et elle est en mode police arrest, because you're just too hot. Et du coup, des fois, la plupart du temps, c'est des fans dans la foule, encore une fois. Mais des fois, c'est des stars. Et c'est excellentissime quand ça arrive parce que personne ne s'y attend. Et enfin, le dernier, c'est le 22. Alors, j'avoue, c'est Taylor Swift qui donne pendant les Eras Tour son chapeau qu'elle porte pendant la musique 22 à quelqu'un pendant son concert. Mais moi, je suis pas ok avec ça parce que, en fait, elle le donne que à des fans. Donc pour moi, c'est pas un EGOT. Parce que, genre, pour moi, quelqu'un qui aurait, genre, tout, enfin, qui aurait participé aux 4, prouverait son importance dans la pop culture moderne. Or là, le 22, impossible de l'avoir pour une star puisqu'elle ne donne que à des fans et généralement des enfants. Donc pour moi, ça me semble un peu incohérent. Donc pour l'instant, on en a 3. Donc j'espère qu'on va avoir un 4e afin de pouvoir vraiment construire ce concept de EGOT. Mais parce que là, en fait, on est rendu à un point, je vous le dis honnête, je vous le dis cash pistache. Il y en a 2 qui ont fait, qui ont obtenu déjà 2 sur les 3 en fait. Donc il y a Conan Gray, qui est le bestie de Olivia Rodrigo, qui a été sali. Et d'ailleurs, il a embrassé langoureusement rôle modèle quand il est arrivé sur la scène pour danser. C'était absolument incroyable. Et il a aussi fait la Apple Dance de Charli XCX. Et ensuite, il y a Bowen Yang. Peut-être que vous le connaissez parce que
il est humoriste et il joue dans... Enfin, il travaille à SNL. Il fait partie de la troupe de Saturday Night Live. Et il est absolument excellentissime, je l'adore, il est très très drôle. Il joue également dans la série Overcompensating. Je crois que c'est ça dans la série, mais en fait, je crois que j'ai oublié. Si c'est Overcompensating. Il joue et franchement, ce gars, il est absolument incroyable. Et il a fait l'Apple Dance de Charlie à Coachella. Et il était aussi interpellé par la police Sabrina Carpenter lors de la musique Juno. Donc, absolument excellentissime. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'avoue que pour moi, c'est une réelle preuve d'influence de la pop culture si tu réussis à avoir les trois. Parce que je suis désolée, mais déjà les trois sont absolument incroyables. Mais du coup, je suis un peu consternée par le fait que quelqu'un a mis 22. Mais si vous avez d'autres idées de quelque chose qu'on pourrait rajouter à la place de 22, ou bien peut-être que, dites-moi en commentaire si vous êtes ok de laisser 22. Moi, je ne le suis pas, mais peut-être d'autres sont ok. Moi, je ne le suis pas. Je le répète, je ne le suis pas. Mais dites-moi si vous avez d'autres idées, parce qu'en fait, je ne vois pas là, je ne pense pas à autre chose qui est fait, qui permettrait d'attester. Voilà. Dites-le moi en commentaire, bien sûr, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Bon, je sais que j'avais dit que j'avais des transitions de ouf aujourd'hui, mais là, c'est la fin des transitions de ouf, vraiment, parce que la transition... Et en fait, si, il y a grave une transition. Parce que j'étais en train de dire que Taylor Swift n'avait pas produit pendant ses concerts quelque chose qui nous permettait de la faire intégrer au EGOT, mais elle a quand même produit quelque chose dans sa carrière qui est absolument incroyable, c'est la musique Cardigan. Elle a produit plein d'autres choses qui sont vraies, mais là je vais vous parler de Cardigan. Donc c'est parti, let's go. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que j'adore cette musique, mais récemment, quelqu'un l'a découvert et m'a dit cette musique est absolument incroyable. Et c'est vrai qu'elle est absolument incroyable, parce que quand j'ai entendu la première fois, je me suis dit mais c'est quoi ces paroles de fou furieux? Tu me fais ressentir des choses que je n'ai jamais ressenties before, que je n'ai jamais ressenties avant. Et il y a tellement de phrases punchline, mais c'est pas des punchlines comme on les entend, c'est pas des punchlines, c'est des punchlines qui te font t'arrêter de respirer, quoi, parce que t'es pris de stupeur que quelqu'un te comprenne. Et donc j'ai décidé de revenir un petit peu sur tout ce que cette musique signifie et ce dont elle parle. C'est ma petite analyse de Cardigan by Taylor Swift. Elle commence... Enfin, cette musique déjà, on prend de manière générale. Cette musique, elle parle d'un amour qui est bien, that feels good. Qui te fait genre apprécier ta vie, mais qui te fait aussi t'apprécier toi-même. Et ça, on peut le voir directement avec la phrase qu'elle répète plusieurs fois, puisque c'est une phrase du refrain. And when I felt like I was an old cardigan under someone's bed, you put me on and said I was your favorite. Et cette phrase, je suis désolée, elle est absolument incroyable. Pour moi, c'est l'une de mes phrases préférées de Taylor Swift. Pour la traduction, c'est « Et quand j'avais l'impression d'être un vieux cardigan, vieux gilet sous le lit de quelqu'un, tu m'as porté et t'as dit que j'étais ta préférée. » Et pour moi, c'est absolument incroyable parce que cette métaphore est folle. En fait. Cette métaphore est folle parce que oui, en fait, oui, j'ai l'impression d'être un vieux gilet sous un lit, en fait, parce que je suis une vieille merde. Mais toi, quand je t'ai rencontré, tu m'as dit, non seulement tu m'as dit que je valais quelque chose, mais en plus t'as dit que j'étais ta préférée. Et donc, ça a boosté, pas mon ego, mais mon estime de moi. Ça, excusez-moi, mais je ne sais que dire face à cette phrase. Je la ressens, I feel it in the deepest part of my soul. Vraiment, vraiment. Mais bon, ensuite, dans cette chanson, on comprend aussi que elle a aussi des doutes. Parce que le refrain, ça parle beaucoup des phases... pourquoi elle l'apprécie, pourquoi elle est tant attachée à cette personne. Mais on comprend vite qu'elle a des doutes, puisqu'elle dit « A friend to all is a friend to none, chase two girls, lose the one ». Donc un ami de tous est un ami
de personnes. Genre, poursuis de meufs, tu perds la bonne. Cette partie, elle est intense parce qu'on comprend que, en fait, au début, on a l'impression que c'est vraiment quelqu'un de bien, il n'y a pas de problème dans cette relation, qu'elle est follement amoureuse et que la musique va parler de quelque chose qui fait du bien. Et très vite, on comprend que non, ce n'est pas le cas. Et là, le refrain, suite à cette phrase, il est intense, puisque le deuxième refrain est suivi du bridge qui te tue, en fait. Qui te tue. Puisqu'elle montre que il lui a fait du mal. En fait, elle dit la phrase « You drew stars around my scars and now I'm bleeding ». C'est la deuxième phrase qui est pour moi la deuxième phrase la plus belle de Taylor Swift. Donc, tu as dessiné des étoiles autour de mes cicatrices et maintenant je saigne. En fait, c'est fou, c'est exactement la bonne représentation de quelqu'un qui t'a poussé, qui t'a aidé, qui t'a valorisé, qui a voulu montrer que oui, t'as un passé, t'as vécu des choses difficiles, t'as des défauts, mais il a valorisé tout ça, il a drew stars around my scars, quoi. Et now I'm bleeding, parce que soit tu ne le fais plus parce que tu n'es pas là, ou bien soit parce que c'était artificiel, c'était superflu, c'était superficiel plutôt. Et en fait, en voulant améliorer cette cicatrice, la rendre belle, bah tu l'as tellement touchée que maintenant elle ressaigne. Et pour moi, cette phrase elle est folle. Non mais vous vous rendez compte? You drew stars around my scars and now I'm bleeding. Vous voyez le choc? Je suis en dessous. Je suis sous le choc. C'est fou comme phrase. Et pour moi, elle montre vraiment que là, pour moi, c'est une phrase qui montre du coup dans cette histoire de la chanson, un monde qui lui a fait du mal après lui avoir fait du bien. Et en fait, on comprend dans la musique que dans les paroles que en fait elle s'attendait à cette fin. Et là, c'est le début de ce bridge, de ce pont musical qui est un enfer. Elle commence en disant To kiss in cars and downtown bars was all we needed. Donc, s'embrasser dans des voitures et dans des bars random, c'était tout ce qu'on avait besoin. Et c'était pour dire qu'ils n'avaient pas besoin de grand chose pour s'aimer, pour être ensemble, pour s'apprécier. Mais ensuite, elle continue en disant Cause I knew you, stepping on the last train, marked me like a blood stain. I knew you, tried to change the ending, Peter losing Wendy. Peter losing Wendy, référence à Peter Pan. Je vous fais la traduction pour les non-English. Parce que je te connaissais, en prenant le dernier train, en me marquant comme une empreinte, c'est pas ça la traduction, mais bloodstain, c'est une tache de sang. I knew you, donc je te connaissais, toi qui essayais de changer la fin. Peter perdant Wendy, référence à Peter Pan du coup. Et en fait, c'est ce début de pont, il montre que genre le gars il a grave fait des choses en fait. Le gars il a vraiment essayé d'être quelqu'un de bien, de lui prouver tout ce qui pouvait se passer, de faire prolonger la relation le plus longtemps possible en faisant tout ce qu'il pouvait et en la marquant like a blood stain, comme une tache de sang. Vous vous rendez compte? Mais au fond du fond, elle savait aussi qu'il ne pourrait jamais changer, puisque après avoir dit try to change the ending, Peter losing Wendy, elle dit I knew you living like a father, running like water. Je te connais, enfin je te connaissais, partant comme un père,
courant comme l'eau. Après, je crois que c'est pas trop français de dire la traduction running like water, mais water runs. En anglais, l'eau elle court. Chez nous, l'eau elle coule, mais en anglais elle court. Du coup, running like water. Et donc là, en fait, on est d'accord que ça veut clairement dire qu'elle savait qu'il allait partir, malgré tout ce qu'il était en train de faire, malgré le fait qu'il prenait le dernier train pour rester le plus longtemps avec elle, malgré le fait qu'il donnait l'impression qu'il voulait changer la fin. Non, elle savait, elle n'était pas dupe, il allait partir. Et surtout, elle avait conscience pendant que ça arrivait, elle savait qu'ils allaient se ruiner. Puisqu'elle termine ce bridge avec But I knew you. But I knew you'd linger like a tattoo kiss. I knew you'd haunt all of my what ifs. The smell of smoke would hang around this long. Elle savait qu'il allait rester comme un tatouage. Elle savait qu'il allait hanter tous ces et si, genre what ifs, et si, genre toutes ces questions qu'elle se dit, et si c'était passé là, et si, voilà. Et elle savait aussi qu'il allait être comme l'odeur de fumée qui reste longtemps dans l'air. Et en fait, tout ça, on aurait pu le deviner parce que pendant toute la chanson, elle dit dans le refrain, c'est un peu un fil rouge dans la chanson. And when you are young, they assume you know nothing. Enfin, non. Elle dit tout le temps, and when you are young, they assume you know nothing. Donc, quand tu es jeune, ils supposent que tu sais rien. Parce que, en fait, elle part d'une relation avec un décalage un écart d'âge. J'ai grave mélangé les mots. Et à la fin, elle rajoute à cette phrase Because I knew everything when I was young. Et elle fait vraiment référence au fait que c'était une personne plus vieille et que cette personne agissait en pensant que Taylor Swift n'allait jamais s'en rendre compte qu'il faisait des trucs d'homme et qu'il allait la laisser parce que pour lui, elle était innocente et d'homme. Mais en fait, elle ne l'est pas parce qu'elle le savait. She knew everything when she was young. Et franchement, peut-être que je viens juste d'expliquer une musique pour rien et que vous êtes en mode oui, bon d'accord, c'est juste une musique. Mais pour moi, vraiment, écoutez-la avec la musique, genre. Écoutez-la s'il vous plaît. Elle me chamboule. Ça me chamboule et je suis ravie que mon amie Lucille, big up à toi, m'ait rappelé à quel point cette musique est chamboulante. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur cette musique. Je pense qu'on peut passer à autre chose maintenant. Whoa, oh, oh, da-da-da, fade it bow. Oui, passons à autre chose parce qu'on a quand même pas mal de petites affaires sportives qui se sont passées, on va pas se mentir. En Formule 1, il faut qu'on cause parce qu'il y a eu un tremblement aujourd'hui, le jour où je vous parle, donc mercredi. Il y a eu un tremblement chez Red Bull puisque Christopher Horner s'est fait virer. Ce gars, ça fait 20 ans, il est là depuis 2005, ça fait 20 ans qu'il est aux commandes de Red Bull. Red Bull qui est l'une des plus grandes écuries. Et il s'est fait virer parce qu'il n'a pas de résultat. Et oui. Et il est remplacé par un Français. J'ai plus son nom, mais c'est en fait le responsable de Racing Bull, qui est l'écurie fille de Red Bull. Et du coup, il est promu à la maison mère. Et voilà. Et du coup, c'est un autre gars qui va être promu à sa place. À la place de Racing Bull, quoi. Genre, pour Racing Bull. Je suis choquée. Genre, vraiment, on a appris ça comme ça. Un random Wednesday. J'ai pas compris. À longtemps dans stand, je sais pas pourquoi, mais ok. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a le fait que Red Bull n'a pas de résultat. Et il y a aussi le fait que Christopher Horner était vraiment accusé l'année dernière d'agression sexuelle, je crois, sur une ingénieure du staff de Red Bull. Il n'y a pas eu de suite. La FIA, donc la Fédération Internationale d'Automobile, a
a fait une enquête et il n'y a pas eu de suite à l'enquête. Donc on a supposé que c'était faux, même si bon, voilà. Et ça, c'est la grande news de F1. Mais il y a aussi autre chose qui s'est passé. Puisque ce week-end, il y avait Silverstone, le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et Norris a gagné, bien sûr, as he should. Il a gagné sa home race, il a gagné sa course de chez lui, puisqu'il est anglais. Mais surtout, on a assisté à l'histoire, puisque Hülkenberg a fait son premier podium de sa carrière. Ça fait 15 ans qu'il fait de la Formule 1. Et c'est son premier podium. Ce gars a littéralement le record du nombre de courses sans podium. Genre, pas nombre de courses sans podium. Genre, du nombre de courses sans avoir fait son premier podium. C'est fou. Genre, il a plus de 200 courses avant de faire un podium. C'est absolument exceptionnel. Et il y a eu un petit peu des polémiques, puisque sur le podium, le premier c'était Norris, comme j'ai dit, le deuxième c'était Oscar Piastri. Donc c'était les deux McLaren devant lui, et ils n'ont pas trop célébré avec lui sur le podium. Donc il y a un petit peu des polémiques. Les gens sont un peu en mode bon, bah ils exagèrent quand même. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Et bien sûr, malheureusement, je l'ai dit, le podium, donc vous avez compris que Hamilton n'a pas eu de podium chez lui. C'est la première fois que Hamilton ne fait pas de podium à Silverstone. Voilà, sachez-le. Sachez-le. Et ça fait un moment qu'il est là aussi. Ça doit faire bien 19 ans ou 20 ans qu'il fait de la F1. Donc voilà. C'est tout pour les news F1. Et bien sûr, je voulais parler de Wimbledon parce que quand même, Wimbledon, on est rendu à la deuxième semaine. J'ai préparé ce podcast lundi. Donc j'ai fait mes pronostics pour la demi-finale. Et là, en ce moment, il y a les derniers quarts de finale qui sont en train de se jouer. Donc on va d'ores et déjà savoir si mes pronostics pour les demi-finales étaient bons ou pas. Pour les femmes, j'avais mis la première demi-finale Sabalenka contre Anisimova. J'ai raison. J'avais mis la deuxième demi-finale Swiatek contre Andreeva. Et j'ai tort, puisque Andreeva a perdu cet après-midi contre Bencic. Donc c'est Swiatek contre Bencic, la prochaine demi-finale, qui aura lieu à l'heure où vous écoutez ce podcast, ce jeudi. Et je suppose que la finale va être Sabalenka contre Swiatek. Pour moi, je vois pas d'autres options possibles et je pense que c'est Sabalenka qui va gagner. J'espère que c'est Sabalenka qui va gagner. De base, dans mon premier pronostic, j'avais dit que c'était Swiatek contre Andreeva la demi-finale. Et du coup, j'aurais aimé, mon pronostic c'est Sabalenka contre Swiatek la finale. Parce que je suis pas débile. Mais ma finale de rêve, ça aurait été Sabalenka, Andreeva et Andreeva gagne. Et voilà, c'est tout. Chez les hommes, la première demi-finale, on sait que j'ai raison, puisque c'est Fritz contre Alcaraz. Et je l'avais dit, j'étais trop forte. Et la deuxième demi-finale, je pense que ça va être Sinner contre Djoko. Mais en fait, c'est actuellement en train de se jouer. Du coup, peut-être on va checker en direct. Quand j'ai commencé à aller enregistrer ce podcast, Sinner était en train de gagner 2-7-0. Donc on va tout de suite regarder où est-ce qu'il en est, ce petit Sinner. Il vient de gagner 6-4, le dernier set. C'est génial, j'ai déjà raison pour ça. Et Djokovic, il me semble qu'il est en train de gagner tout à l'heure son set. Ah là 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 là, il a perdu le premier set. Il est en train de gagner le deuxième set. Ah mais là, en fait, on est sur le set point. Il a le service là, il y a 40-0. On va juste attendre qu'il y ait 6-2. Comme ça, on valide qu'il y a un 7-1. Ah mais frère, il met du temps. Hein. Ah, ça y va là. Enfin bon, on va tout de suite valider qu'il y a un 7-1. Donc, c'est pas encore fait pour Djokovic, mais bon. J'ose espérer qu'on va avoir une demi-finale Sinner contre Djokovic. Sinner a priori mal au coude, Djokovic a mal à son genou, donc on va avoir une demi-finale pas peur. Et je pense que la finale, ça va être Sinner contre Alcaraz. Mais c'était mon pronostic de lundi. Maintenant, au vu de l'état de Sinner, peut-être que... Enfin, je suis un peu moins sûre que ça va être Sinner. Je pense que ça va être lui, mais je suis sûre à, on va dire, 70%, alors qu'avant, j'étais sûre à 90%. Djoko a vraiment ses chances. Et je pense que du coup, si c'est Sinner contre Alcaraz, c'est Alcaraz qui gagne. Si c'est Djoko contre Alcaraz, c'est Djoko qui gagne. Voilà, c'est dit. C'est dit, c'est annoncé, voilà, il n'y a pas de problème. C'est bon, passons à autre chose. Les sorties de la semaine. Je vais vous les annoncer right now.
Alors aujourd'hui, en ce mercredi 9 juillet, il y a la version de The Longest Goodbye, une musique de rôle modèle qui est sortie avec Lofi et ou Laufey, je sais pas comment on est censé prononcer son prénom en fait, qui est sortie et je l'ai écouté et c'est trop mignon cette version. Du coup, je la conseille vraiment aux gens. Et sinon, vendredi, il y a la sortie d'un nouveau single de The Favours, donc le groupe de Phineas et Ash, qui sort. Je sais pas trop quoi en penser, j'ai entendu des extraits parce qu'ils l'ont joué en festival. J'ai pas vraiment fait attention, mais j'ai vraiment trop aimé leur premier single, donc j'espère que je vais pas être déçue de ce deuxième. Et l'autre sortie que j'attends, c'est une sortie de Thomas Day. Alors ce gars, je le vois passer sur TikTok depuis 3 mois avec sa chanson. J'ai déjà liké une de ses chansons qui s'appelle Beg et qui était incroyable. Et là, ça fait 3 mois il tease une musique. Et enfin elle sort. Mais en fait, je pense qu'il l'a trop teasé et qu'au final, ça va être le genre de musique TikTok que le refrain est trop bien, mais le reste de la musique est nul à chier. Du coup, j'ai un peu peur, mais j'espère que je vais pas être déçue parce que sinon, ça va me foutre le seum que je l'attends depuis si longtemps et qu'au final, c'est de la merde. Genre. Donc, c'est pas une reco, c'est juste une information de sortie en fait, parce que je sais pas encore ce que ça vaut. Donc voilà, c'est tout pour ce podcast. Je vous souhaite un très bon week-end du 14 juillet finalement. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec un épisode qui sera peut-être un peu spécial si j'en ai le courage. Je ferai un épisode spécial sur une série. Voilà, des bisous!